David Assouline, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 2 semaines maintenant du dépôt des candidatures à la primaire socialiste pour les présidentielles de 2012. 2 candidats sont déjà en lice, François Hollande sont en lice officiellement, François Hollande et Manuel Valls. Vous êtes proche de Martine Aubry. Quand va-t-elle annoncer sa propre candidature ? Écoutez, d'abord, vous avez oublié, il y a aussi Manuel Valls, je crois, qui a annoncé sa candidature, et Arnaud Montebourg. Donc, il y en a 4 qui ont annoncé qu'ils déposeraient. Mais depuis le début, moi, je suis très attaché à ce que cette campagne commence quand il y a un dépôt officiel. On saura qui est vraiment candidat. Là, même, il y en a peut-être qui ont annoncer leur intention et ne le seront pas, et puis d'autres qui attendent ce moment-là, comme Martine Aubry a dit qu'elle ne dirait rien de ses intentions avant le dépôt officiel, parce que nous sommes consacrés tous ces mois et même ces 2 dernières années à faire l'essentiel, construire un projet, maintenant le faire connaître aux Français, puisque ce projet, pour changer la France en 2012, a été adopté à l'unanimité. Il faut faire partager les solutions que l'on propose aux Français, parce que c'est cela qui fera que la gauche peut gagner en 2012. Si nos solutions apparaissent comme réalisables, changeant vraiment la vie des gens, et puis aussi capables d'entraîner une dynamique de changement. Mais vous, donc, personnellement, monsieur le sénateur, vous êtes pour qui ? Mais je vous ai dit, c'est pas un concours de beauté et c'est non pas. Personne ne dit que c'est un concours de beauté, mais c'est vrai qu'on sait très bien que Martine Aubry veut y aller. En tous les cas, c'est ce qu'elle nous dit. Et on a l'impression que vous êtes proche de Martine Aubry, donc que vous seriez plutôt favorable à une candidature de Martine Aubry. Mais je vous ai dit les choses. Les choses pour moi sont très simples. J'ai soutenu par le passé un tel ou une telle même. Et Ségolène Royal, vous avez fait sa campagne, voilà. Vous avez été même son porte-parole. J'étais un proche, on va dire. Et puis, j'en ai tiré le bilan, après le congrès de Reims, que les combats de personnalité rabaisser le niveau du débat politique au Parti socialiste, qu'il fallait avant tout montrer qu'il y avait une famille politique avec des dirigeants différents et talentueux, et qu'une fois qu'on aurait mis ce socle collectif, je suis secrétaire national du Parti socialiste, je ne suis pas un proche de un tel ou de un tel, j'ai mes convictions, je ferai le choix qui sera le choix que je considère, quand l'offre politique existera, qui permettent de gagner. Je n'aurai pas d'autres allégeances ou d'autres présupposés qui feraient que je m'inventerais les vertus maximum à quelqu'un parce que je serais un proche, alors que la situation ne serait pas celle-là. Je vais vous dire les choses très simplement. Le 28 juin, on va déposer des candidatures. Je saurai qui est candidat, ce qu'il propose pour la France et quel souffle il donne particulier, personnel, à ce projet, et je me prononcerai. Martine Aubry, si elle décide d'être candidate, est une candidate tout à fait non seulement respectable, mais capable d'être présidente de la République. Et il y en a d'autres. Je ne dirais pas ça de toutes les autres candidatures. Si elle doit le faire, parce que reconnaissez qu'il faut que ça se fasse dans les prochains jours, puisque c'est le 28. Mais je vais vous dire, très franchement, il y a quand même un décalage entre les questions légitimes que vous me posez, mais que tous les journalistes nous posent toute la journée. Même quand on vient défendre un projet qui parle de la relance de l'économie, de comment on veut réduire le chômage, etc., les journalistes nous posent toute la journée la question essentielle: qui va être candidat, quand, qui vous soutenez. Mais les gens, non, les Français, je vous dis, moi, ce qu'ils me posent comme question, c'est ne faites pas les imbéciles, il faut vraiment que vous apportez des solutions à la question de l'emploi, mes enfants n'ont pas d'avenir, on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Donc, cette crédibilité-là, je vous dis, 1 an de campagne présidentielle avec un nom pour porter ce projet, c'est largement suffisant. Et donc, là, on est en plus à 2 semaines du dépôt des candidatures. Un peu de patience. Moi,
je vous le dis, à ce moment-là, je prendrai une position, mais ça ne sera pas l'essentiel, parce que ce sont les Français qui vont décider, qui vont voter. Et ne croyez pas que parce qu'un tel soutient un tel, les choses vont être bouleversées. Les Français vont regarder, vont écouter, ils pourront venir aux urnes pour voter, et je vous le dis, en ce qui me concerne, ce ne sera pas un choix de quelqu'un contre les autres, ce sera, je vous le dis, ce sera avant tout une campagne pour mobiliser les Français à la primaire, et j'espère qu'on valorisera celui ou celle de notre choix, mais qu'on ne dénigrera pas l'autre, parce que quel que soit le candidat qui sera choisi les 9 et 16 octobre, je ferai une campagne vraiment déterminée, enthousiaste pour qu'il gagne. D'accord, mais alors, tout ça, on a bien compris, monsieur le sénateur, mais dites-nous, quelle est la différence idéologique entre les principaux candidats, entre une Martine Aubry et un François Hollande, par exemple? Est-ce qu'il y a des différences idéologiques? Mais écoutez, idéologique, non, je ne pense pas. D'ailleurs, ils ont tous voté un projet, donc qui est même quelque chose de plus basique que l'idéologie. L'idéologie que l'on partage, c'est celle du socialisme moderne. Nous avons une charte de principes, nous avons des valeurs communes. Et puis là, nous avons fabriqué un projet concret pour la France en 2012 sur toutes les questions essentielles, internationales, nationales, sociales, sociétales et même démocratiques. Et tout le monde l'a voté. Ensuite, chacun va probablement dans cette campagne, et c'est là que les citoyens feront leur choix, donner son souffle particulier, son enthousiasme, ses talents, ses priorités, parce que dans ce projet, eh bien, il y a beaucoup de choses, et il va falloir mettre l'accent sur ceci ou cela dans un calendrier, la première année, les 5 premières années, le changement plus durable, parce qu'on espère s'installer, parce qu'on ne peut pas tout changer en 5 ans, on veut vraiment cette fois-ci offrir un autre projet de société face au sarkozysme qui a montré toutes ses limites. Alors François Hollande, comme on l'a fait observer à l'instant, qui est candidat après une montée en flèche, semble un peu marquer le pas. Vous avez vu néanmoins que Jacques Chirac, dans ses mémoires, dit qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. C'est aussi votre avis ? Je pense que François Hollande peut être un homme d'État, est un homme d'État au sens, quand je dis peut être, c'est parce que il n'a pas été ministre encore, mais il a, par ses fonctions, et y compris par ce qu'il a fait au moment du gouvernement Jospin, en participant aux décisions et en étant à la tête du Parti socialiste, tout à fait la capacité d'être chef d'État. Et Martine Aubry, et je pense que Ségolène Royal aussi. Là où vous avez raison, c'est que pour moi le choix ne va pas être un choix sur qui devrait peser, on devrait un peu plus écouter. C'est pas un congrès du Parti socialiste. Je pense que les Français et moi-même, on se déterminera par qui peut être le chef de l'État. On doit se projeter. La personne que l'on choisit doit diriger la France. Justement, vous parliez de Ségolène Royal. Et donc, il y a des candidats qui ne sont pas, franchement, sur cette possibilité, n'ont pas encore cette crédibilité vis-à-vis des Français, que ce soit Manuel Valls ou que ce soit Arnaud Montebourg. Ils ont des choses très intéressantes à dire. Et ils devront faire partie d'un rassemblement. Mais je ne crois pas aujourd'hui que leur candidature, ce sont des candidatures pour être réellement président de la République. Alors, je pense que Ségolène Royal, elle, c'est vraiment pour être présidente de la République, si elle est candidate. Et bien sûr, c'est la première femme qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, et elle a montré qu'elle était toujours déterminée, toujours très combative. Elle était encore il y a quelques jours aux côtés de Nicolas Sarkozy en Charente. Elle n'était pas invitée à la table ronde, elle s'est invitée, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Est-ce qu'elle ferait, alors selon vous, encore une fois, une bonne candidate, bien qu'elle se soit fait battre sévèrement en 2007, 47 à 53, c'est une défaite assez sévère. Mais vous la sentez, bien sûr, on le sait, prête à retourner au combat. On voit qu'elle est déterminée. Et dans votre esprit, pour vous, elle ferait encore une fois une bonne candidate ? Je vous dis, Ségolène Royal a gardé
une grande capacité à mobiliser un électorat que le Parti socialiste a du mal à toucher depuis une bonne décennie. Lequel ? L'électorat populaire, un électorat pas forcément très politisé, mais en tous les cas qui a besoin qu'on parle de lui et qu'on parle de ses problèmes quotidiens. Elle a encore une grande capacité intuitive à saisir ce qui les préoccupe et les sujets sur lesquels on doit donner des réponses pour qu'ils écoutent la politique. Donc, dans cette campagne, quel que soit ce qu'elle fera, est-ce qu'elle sera candidate jusqu'au bout? Elle dit oui. Est-ce qu'elle gagnera ou pas? Elle sera indispensable au rassemblement pour gagner. Ségolène Royal est indispensable pour la victoire de 2012. Voilà, je vous en dis pas plus. David Assouline, est-ce que vous avez tiré un trait sur Dominique Strauss-Kahn? Est-ce que vous avez tourné la page? Écoutez, c'est pas moi qui tirerai un trait. Tourner la page de la possibilité que Dominique Strauss-Kahn participe à la primaire et soit un candidat à l'élection présidentielle. De fait, tout le monde a tourné la page. Il se concentre lui-même sur sa défense. Aujourd'hui, aux États-Unis, et personne ne peut envisager que dans un très court laps de temps, il soit non seulement innocenté, mais que l'affaire soit derrière nous. Donc voilà, moi je ne fais rien, je ne tire ni la page, c'est une situation absolument nouvelle qui fait que lui est dans une défense personnelle par rapport à des accusations très graves. Et puis, la vie politique ici continue et le Parti socialiste doit continuer avec son propre calendrier, non seulement à faire connaître son projet, mais à désigner son candidat. Mais écoutez, je crois que ce qui s'est passé depuis cette affaire montre que le Parti socialiste continue à défendre son projet. Continue à défendre son projet. Je suis responsable de l'ensemble des rencontres que nous faisons sur le plan national pour faire connaître notre projet aux Français. Je peux vous dire, j'ai été avec Martine Aubry à Metz et Bertrand Delanoë la semaine dernière, la semaine d'avant à Poitiers avec Ségolène Royal et Martine Aubry, entre-temps en Seine-Saint-Denis pour défendre ce projet. Les salles sont pleines à craquer. Il y a eu plus de 150 réunions. Les gens viennent et nous sommes là et nos militants se battent. Parce que la nécessité du changement en 2012, elle est là, les gens n'en peuvent plus. Donc la politique continue, nous sommes debout, notre calendrier n'a pas été bougé d'un iota, nous continuons parce qu'il faut être prêt. Et voilà, donc bien entendu qu'il y a eu un choc, bien entendu que tous ceux et toutes celles qui pensaient que c'était la meilleure candidature pour gagner ont subi un choc. Mais on voit que les Français ont fait la part des choses. Il y a un certain nombre d'études d'opinion qui sont tombées depuis et qui montrent que on nous gratifie, et notamment François Hollande et Martine Aubry, de scores tout à fait comparables à ce que pouvait faire Dominique Strauss-Kahn dès le premier tour. Et donc, voilà, je crois que l'attente est si forte d'un changement que ces espoirs qui sont portés en la gauche sont portés maintenant sur des leaders tout à fait respectables de notre formation politique. En 2007, on avait l'ordre juste de Ségolène Royal et le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, ça serait quoi, enfin aujourd'hui, pour 2012, je veux dire, ça serait quoi la mesure forte pour les socialistes ? Une sorte de slogan un petit peu comme l'ordre juste qui... Laissez-nous le temps de synthétiser en un slogan la campagne. Et d'ailleurs, c'est cela l'intérêt de la primaire, c'est que à partir de ce projet, chacun va donner probablement un souffle, une idée forte qui synthétise tout ça. Et c'est aussi là-dessus que les citoyens qui vont venir à la primaire vont choisir. Mais je crois qu'il y a une idée très simple, c'est qu'il va falloir relancer l'économie. Il va falloir relancer l'économie, créer de l'emploi pour pouvoir redistribuer plus justement. Il y aura un deuxième levier, c'est une réforme fiscale
très importante avec la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, avec une progressivité plus importante, avec une attaque réelle sur les niches fiscales indues, avec une autre répartition à travers l'impôt, parce qu'on voit aujourd'hui, permettez-moi un mot, puisque c'est d'actualité, l'esbrouf encore. On nous dit, ça y est, on a compris, c'est vrai que c'était injuste et mal compris, le bouclier fiscal. Donc on va moins donner aux riches, on supprime le bouclier fiscal. Ça fait à peu près 700 millions récupérés par l'État. À côté, on réforme l'impôt sur les grandes fortunes et on donne 1,7 milliard supplémentaire, 1,7 milliard supplémentaire aux plus riches et aux mêmes. Quand vous faites l'addition ou la soustraction, eh bien c'est 1 milliard de cadeaux aux plus riches encore, avec cette réforme qui nous a été annoncée cette semaine. Et le cumul des deux jusqu'en 2013, puisque le bouclier fiscal, on va continuer à en bénéficier, puisque c'est sur les déclarations des 2 années précédentes, jusqu'en 2013. Par contre, la réforme sur l'ISF, c'est tout de suite. Vraiment. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut dans sa communication. Heureusement que nous sommes là pour pointer l'esbrouf. Et je vous le dis très simplement, la question de la réforme fiscale sera très importante. Faire que les jeunes tout de suite considèrent que non seulement on veut les remettre dans la machine, leur redonner espoir, parce que aujourd'hui, c'est 200 000 jeunes qui sortent cette année sans diplôme, sans rien, sans formation. Et ce chômage qui devient catastrophique. Quand la jeunesse n'a absolument plus aucun avenir, le ressort de la société est cassé. Nous mettrons en place les 300 000 emplois d'avenir qui avaient, à l'époque, quand nous l'avons fait, avaient été un succès, puisque 80% de ceux qui étaient rentrés dans les emplois jeunes, aujourd'hui, ont un contrat à durée indéterminée. Voilà des mesures qui, sur le plan social et économique, parce que ça devra être social et économique, notre crédibilité et le fait que nous remettions la France à l'endroit où elle doit être. Et ça se fera aussi avec l'Europe, parce que le monde a changé, la mondialisation fait que la France est devenue un petit pays par rapport aux pays émergents, la Chine, etc., et que tout cela devra être fait quand même avec une forte politique européenne, volontariste, pour faire que ce continent, pour que cette Europe puisse réellement peser, ne devienne pas, comme c'est aujourd'hui, un acteur de seconde zone. David Assouline, il y a eu, il y a quelques jours... Donc, si vous me dites de résumer, je dis la justice. Les gens en ont marre et nous disent comme ça toujours, mais c'est injuste. Bien sûr qu'on a envie et qu'on sait qu'on doit faire des efforts. Il y a une crise. Mais quelqu'un m'a dit l'autre fois dans la rue, bien sûr qu'on peut dire à quelqu'un qui doit commencer au SMIC, c'est pas grand-chose le SMIC, mais lui dire qu'il va finir sa carrière et sa vie au SMIC, c'est pas possible. Une société où on commence au SMIC et où on finit au SMIC, au mieux, c'est une société de désespérance. Votre idée forte, de toute façon, ça tournera autour de la justice. Peut-être une nouvelle fois l'ordre juste, encore une fois. Mais de toute façon, je pense que si Nicolas Sarkozy avait essayé la notion d'ordre juste, il aurait un bilan plus positif qu'avec le travailler plus pour gagner plus. Les gens ont travaillé moins, il y a beaucoup plus de chômage. Et aujourd'hui, ils gagnent moins puisque leur pouvoir d'achat globalement a baissé. Il y a eu une crise extrêmement grave. Oui, mais on peut pas vous auriez eu la même si vous aviez oui, mais justement, il aurait aussi fallu que vous fassiez avec. Oui, mais on ne peut pas s'abriter derrière cela. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas en train de dire que tout était possible avec cette crise. Mais il y a d'autres pays qui ont agi autrement. L'Allemagne, il y a moins de chômage, il y a moins de difficultés que l'économie française aujourd'hui. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'il y a la crise qu'on est obligé de faire les cadeaux de... Mais oui, mais il n'y a pas la même vie chère. Parce que le problème ici, c'est que tout a augmenté, tout. Que ce soit l'énergie, que ce soit les produits de première nécessité, le logement. Quand il vous prend plus de 30% de votre salaire, bien sûr, on peut garder le même salaire, on a beaucoup moins pour vivre à la fin de la journée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
avec la crise, il y avait encore plus de nécessité de investir sur l'avenir, de permettre aux petites et moyennes entreprises qui sont les créatrices d'emplois d'avoir le mou. On va créer une banque d'investissement centrée sur l'innovation et l'investissement pour les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui sont complètement asséchées. On ne leur donne pas les moyens de pouvoir investir, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà ce que l'on fera. On a préféré faire des cadeaux aux plus riches et notamment au 440, c'est-à-dire aux plus grosses entreprises. Quand je vous dis aujourd'hui, par exemple, ce que l'on présente comme de la justice fiscale, c'est encore 1 milliard de plus donné aux riches, je crois qu'on pouvait orienter la fiscalité autrement pour permettre qu'on traverse cette période avec plus d'optimisme. Alors, il y a des problèmes aussi de sécurité qui sont mis en avant par Manuel Valls, candidat aux primaires aussi. Et il y a eu, il y a quelques jours, cette demande de Stéphane Gatignon, maire de Sevran, qui a réclamé la présence de l'armée dans certains quartiers de Sevran aux mains des dealers et des bandes. Ségolène Royal a dit d'ailleurs qu'elle approuvait cette demande, et vous? Non, ce que j'approuve, c'est que l'on arrête de se voiler la face. Il y a des quartiers où la République n'exerce plus son autorité, où il n'y a plus d'état de droit. Et ça, c'est pas acceptable une seconde. Il y a des populations qui vivent là, qui sont parmi les populations les plus défavorisées, et les plus métissées, et les plus mélangées, qui n'ont pas de problème avec l'autre au sens ce que certains souvent agitent, comme Nicolas Sarkozy, par exemple, ou M. Claude Guéant, en gros, chercher le bouc émissaire à leur malheur. Donc voilà, des populations là qui n'arrivent plus à vivre normalement, dignement, sortir de chez eux normalement, ne pas avoir peur pour leurs enfants quand ils vont à l'école ou quand ils vont acheter une baguette à la boulangerie, ça peut pas être toléré une seconde de plus. Mais je pense que, j'espère, en tous les cas, je le pense fortement, que si l'État, avec sa police, qui est là pour ça, faire que l'État de droit et l'ordre public soient respectés, mettre les moyens durable, pas envoyer une fois de temps en temps la BAC, et puis elle repart et tout recommence comme avant. Pas envoyer de temps en temps une escouade de CRS, et puis ensuite tout revient comme avant. Une police en profondeur, de proximité, avec le paquet qui est mis là. D'ailleurs, M. Gatignon n'avait pas dit l'armée comme on peut l'imaginer, il avait dit des casques bleus. Il voulait avoir une espèce de force de pacification, c'était presque une image. En tous les cas, moi je vous dis, oui à sa préoccupation, il faut casser les trafics. Il faut vraiment mettre le paquet, parce que c'est bien cela qui crée le problème. À partir du moment où on tolère une économie de substitution parallèle, qui fait que dès 9 ans, on puisse être embringué là-dedans, il faut vraiment mettre le paquet par la police de proximité et aussi par des enquêtes et des moyens pour démanteler les réseaux. Aujourd'hui, vous savez que 80% des peines prononcées sur la question des stupéfiants sont sur les consommateurs. Alors que nous savons très bien que le problème sont les trafiquants. Il y a les dealers aussi. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même une panne. Donc voilà comment on orienterait, nous... Donc davantage de police. C'est comme ça mais il en a supprimé 15 000. Comment Nicolas Sarkozy... C'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Écoutez, dans on va pas nous reprocher. Non, je vous reproche. Oui. Rien, non, mais il faut pas dire tout et son contraire. On était, oulala, pas de police, que la prévention, le social. Donc je vous dis, bien sûr, l'école d'abord. L'école. Il faut que l'école fasse réussir. Si on pense que quand on met son enfant à l'école... Non. Tout le monde est d'accord avec vous. Oui, mais moi je vais vous dire comment, si vous me posez la question. Moi je vais vous dire comment. D'ailleurs, dans notre projet, on développe les choses très précisément. Nous pensons que une école qui reproduit l'échec et qui sélectionne que par l'échec est quelque chose qui ne peut plus aller. Le fondement de notre République et du lien social, c'est l'école. C'est là où chacun, malgré sa naissance, on va dire, et ce que ses parents ont comme situation sociale, peut sortir, peut aller plus loin. Alors, il faudra des pédagogies différenciées. En gros, ça ne me choque pas que dans des quartiers comme cela, un professeur puisse avoir que 15 élèves pour pouvoir s'occuper de
chacun, pour pouvoir tirer chacun vers le meilleur de lui-même. Et puis dans d'autres endroits où il n'y a aucun problème, où il y a une situation où les parents sont là en aide, où ils peuvent avoir une pièce pour eux tout seuls, pour pouvoir faire leurs leçons le soir, là où des enfants sont des fois à 6-7 dans une chambre et peuvent même pas faire leurs devoirs, eh bien on soit 30, voire 40. Ça ne nous choquera pas. La révolution pédagogique, la révolution des rythmes scolaires, l'individualisation du suivi à l'école pour la réussite, c'est des choses que l'on doit mettre en place dans ces quartiers. Mais je vous dis tout simplement, sur la question de la sécurité, Nicolas Sarkozy est en échec total. Depuis 2002, il a été ministre de l'Intérieur, président de la République. Il a dit qu'avec lui, c'est fini, l'ordre va revenir. Il d'ailleurs s'est fait élire largement sur ce volontarisme-là. Aujourd'hui, avec les drames que l'on voit tous les jours, c'est l'échec. Il peut nous dire, c'est mon thème, il a eu les pouvoirs d'eux, il n'y a pas les résultats, c'est même pire qu'avant. Eh bien, c'est simple. Je dis, quand on supprime 15 000 policiers et gendarmes, eh bien, par idéologie, on ne pouvait pas faire en sorte que cette présence de proximité limite cette violence et permette de combattre réellement la délinquance. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on dise quelques mots, David Assouline, sur Noam Shalit, le père de Gilad Shalit, qui était Gilad Shalit, détenu depuis 5 ans par le Hamas à Gaza. Son père était donc cette semaine à Paris. Il a déposé une plainte en justice pour enlèvement et séquestration, puisque son fils est aussi français. La pression médiatique s'est totalement relâchée en France depuis quelque temps, et il faut bien le reconnaître aussi, la pression politique également. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, il faut savoir ce qui est fait. Et cette semaine, mardi, Noam Shalit a été reçu par Martine Aubry assez longuement. S'en est suivi un communiqué de Martine Aubry qui rend compte de cette rencontre. Elle nous en a rendu compte d'ailleurs tout de suite après au bureau national du parti, avec beaucoup d'émotion et de respect, je veux dire, de compassion pour ce qu'elle venait de vivre et pour le sort qui est réservé à Gilad Shalit. Je peux vous dire que des choses existent, elles ne sont pas assez médiatisées. Beaucoup de collectivités territoriales dirigées par les socialistes, parce que vous savez qu'on en dirige beaucoup, aujourd'hui portent l'exigence de la libération de notre jeune compatriote qui a la double nationalité, il faut le dire, comme ça, puisque certains veulent enlever la possibilité d'une double nationalité, c'est bien de le rappeler aujourd'hui, agissent tous les jours. Et puis, il faut absolument que la Croix-Rouge puisse visiter conformément au droit humanitaire international, parce que ce qui est absolument bouleversant, c'est que la famille est angoissée, elle n'a pas de nouvelles, personne ne peut le rencontrer. Il n'y a pas là quelque chose comme quand on arrêterait ou qu'on détiendrait un soldat. Avec un droit international, il y a les conventions de Genève, il y a des possibilités quand même de pouvoir savoir. Et donc, Martine Aubry, le Parti socialiste, dit il faut qu'il soit libéré, dit qu'il faut que la Croix-Rouge puisse le voir, et nous allons passer, notre communiqué le dit, tous les messages dans la région, là où nous pouvons avoir des influences, pour que soit relancée cette libération. Monsieur le sénateur, Alain Juppé propose une conférence internationale à Paris sur le Proche-Orient en juillet. Alors, est-ce que, à votre avis, la France a les moyens de faire avancer les choses ? La France n'a toute seule pas les moyens, on le sait bien, hein, mais en même temps, tous les moyens qu'elle a, toute l'énergie qu'elle pourra déployer pour faire en sorte qu'il y ait une relance du processus de négociation et de paix est absolument nécessaire. Que dirait-on si la France regardait les bras ballants en disant nous sommes une puissance de seconde zone ? Elle a un poids, elle a une influence, y compris pour que l'Europe soit entraînée dans une politique et plus active. Particulièrement les socialistes. Par exemple, je vois les sénateurs socialistes ont demandé cette semaine une Palestine basée sur les frontières de 1967. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est la formule traditionnelle. Je suis plus proche de l'interprétation qu'en a faite Obama
dans sa déclaration. C'est-à-dire qu'il y a cette base conforme aux résolutions internationales, et puis il peut y avoir, dans le cadre de la négociation, des échanges de territoires sur la base, sur une base, parce que si on part sans base, eh bien, il n'y a pas de négociation possible. Et donc, je crois que quand Obama a fait cette déclaration, c'était une véritable avancée par rapport à ce qu'avait fait Bush en 2004, qui fermait toute possibilité de pouvoir relancer les choses et qui paraissait tellement unilatéral que la nécessité pour nous d'avoir un État d'Israël qui puisse vivre en sécurité et un État palestinien viable à côté dans le cadre d'une paix rapide, parce que je vais vous dire, moi, je pense que le gouvernement israélien, aujourd'hui, a complètement tort de ne pas voir l'impérieuse nécessité pour lui, pour son propre développement, et pour la paix, et pour la sécurité d'Israël et des Israéliens, d'être actifs dans un processus de paix et d'être ouverts. Le statu quo n'est pas aujourd'hui bon pour l'État d'Israël. Est-ce qu'une reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine par les Nations Unies en septembre va arranger les choses? Nous allons, nous, en discuter au Parti socialiste, parce que la chose est complexe, mardi prochain, à notre bureau national. Ça va faire partie d'une discussion sur comment nous voyons les choses. Si vous me demandez personnellement, je pense, moi, que ça a au moins le mérite de poser le débat qu'il faut bouger. Bien entendu, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Et une déclaration unilatérale ne changera pas la situation sur le terrain. Et donc, il faut absolument que ce soit dans un partenariat. Il faut que les protagonistes, Israël, l'autorité palestinienne, rentrent dans un processus de discussion et ce qui sera décidé soit validé par les deux protagonistes principaux, avec le soutien de l'Europe, avec le soutien des États-Unis. Donc, je dis, ça, c'est le pragmatisme. Une déclaration unilatérale peut avoir une espèce de sens. Moi, je crois au terrain, je crois à la réalité des choses. Et donc, je vous dis, en tous les cas, face à une telle initiative, s'il n'y a aucune autre initiative pour réellement relancer le processus de paix, à ce moment-là, l'État d'Israël et surtout le gouvernement israélien va se trouver dans une situation très difficile. Moi, je veux la paix réellement. Dernière question, mais je vous demande vraiment en 30 secondes, parce qu'on arrive au terme de l'émission. On va revenir très vite en 30 secondes. On vient à Paris. Il semble que François Fillon veuille briguer la mairie de Paris en 2014. Alors, si cet atterrissage dans la capitale se confirme, à votre avis, quel socialiste a le meilleur profil pour le contrer ? Alors écoutez, franchement, il y a des gens qui sont sur place, qui travaillent. Il y a des gens qui sont sur place, qui travaillent. Il y a le maire de Paris actuel, il a dit qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Il y a une première adjointe. Attendez, il y a Anne Hidalgo. Et on me demande de savoir qui serait le meilleur candidat face à celui qui n'est pas là, qui est pour l'instant un élu de la Sarthe. Non, mais ne changeons pas les choses. Vous avez vu que ça bouge beaucoup sur Paris. Nous, à Paris, nous allons dans les temps nécessaires, mais nos équipes sont là. Elles sont connues des citoyens, elles agissent tous les jours. Il y a Anne Hidalgo qui est première adjointe. Si elle souhaitait... bien sûr, pourquoi elle ne serait pas à la hauteur? Enfin, elle est première adjointe au maire de Paris. C'est quoi cette question? Toute personne n'a contesté non seulement le fait qu'elle est à la hauteur, mais le fait qu'aujourd'hui déjà... Donc elle exerce les plus hautes... naturelle. Je sais pas, je n'ai jamais cru au candidat naturel. À chaque fois, être candidat, c'est briguer des suffrages, c'est avoir de l'adhésion, et donc le moment venu, on a un peu de temps. Par contre, le fait que M. Fillon vienne là, on prendra ce que la droite nous donne. Mais ce que l'on pense, nous, c'est que quand M. Seguin, que je respecte beaucoup, est arrivé là, malgré son aura énorme nationale par rapport aux candidats que nous avions à Paris, eh bien, il s'est ramassé parce que les Parisiens, même si c'est la capitale de la France, aiment qu'on connaisse sa vie, qu'on connaisse les sujets de Paris et aiment la proximité. Merci.